un podcast RTM. Dans les Maîtres du Temps, retrouvez toute l'actualité météo en premier. Avec Jessie Fernandez, Fabien Delacour, Alexandre Perrigot, vos Maîtres du Temps, dès 21h sur RTM. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, il est 21h passé de 3 minutes. Nous sommes en direct sur RTM, donc pour l'émission Les Maîtres du Temps. Commentez l'émission sur notre chat en vous connectant sur www.radio-rtm.fr et cliquez sur chatter en direct. Entrez dans nom d'utilisateur, de préférence, votre prénom suivi du numéro de votre département, votre mot de passe, puis connexion. On anticipe peut-être l'installation de flux continentaux avec un anticyclone plutôt du côté de la Scandinavie. Et donc il pourrait ça signifierait un flux d'est un peu sur la France. Certaines périodes de fraîcheur, voire de froid, voilà, comme on a eu la semaine dernière en janvier. Voilà, c'est bien ça qu'il faut comprendre avec les prévisions saisonnières. C'est pas tout blanc ou tout noir. Ce qu'on peut avoir aussi quand on parle de printemps frais, il faut très bien avoir les 2 mois, c'est-à-dire mars et avril, extrêmement frais, et un mois de mai, pas caniculaire, mais largement au-dessus des moyennes, ce qui nous donnerait un mois soit légèrement plus frais, soit normal au final. Entre mythe ou réalité, hein. Donc, parce que les rhumatismes, en fait, beaucoup de personnes sont nombreux à l'affirmer. Quand le temps tourne à l'orage, par exemple, leurs articulations les font souffrir. Est-ce que cette sensation a une origine physiologique, psychologique, ou est-ce que c'est tout simplement, comme je l'ai dit, un mythe ? Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à toutes les auditrices, bienvenue sur RTM, il est 21h01, donc c'est le début des Maîtres du Temps avec notre invité du jour. On reçoit donc David Ibanez de Côté Météo. Bonsoir David. Bonsoir Fabien, bonsoir Jessie, bonsoir à tous. Donc Jessie bien sûr qui est avec nous, comme d'habitude, bonsoir Jessie. Bonsoir à toutes et à tous et aux personnes aux auditeurs qui nous écoutent et qui sont présents aussi sur le chat RTM. Voilà, tout à fait. Bonsoir à eux. Donc, tout d'abord, on est très heureux de te recevoir, David. Voilà. Bon, on se connaît déjà, bien sûr, mais bon, je pense que peut-être des auditeurs, des auditrices te connaissent moins, donc ça fera l'occasion de te connaître et surtout de connaître l'association Côté Météo. Donc, on va passer, je dirais, une bonne heure ensemble, où on va justement te laisser un peu d'abord présenter l'association Côté Météo, quand est-ce qu'elle a été créée, voilà, quand est-ce que ça a été mis en place, te présenter un petit peu, présenter aussi ta passion, quand est-ce que ça t'a pris, parce que ça aussi c'est toujours intéressant de savoir si ça a pris très très jeune ou un peu plus tard. Des fois on a des vécus un peu différents les uns des autres, Donc et puis également divers sujets, parler de la météo ensemble bien sûr, des sujets d'actualité, parler de l'hiver aussi, comment tu l'as ressenti, enfin plein de sujets peuvent être abordés là durant l'heure à venir. On reviendra quand même aussi parce que c'est l'actualité chaude, on parlera quand même des prévisions du week-end qui s'annoncent très agitées, notamment dans le sud près de la Méditerranée, avec un épisode pluvieux assez important à prévoir, avec de la neige en altitude, éventuellement des orages, pas mal de vent aussi. Et puis voilà, avec ça, je pense qu'on aura fait une très bonne émission tous ensemble. Donc David, bienvenue en tout cas. Merci à vous. C'est un plaisir d'être avec vous. Voilà. Ça fait quelque temps qu'on se connaît. Bien sûr. Via les réseaux sociaux, via quelques projets en commun. Donc c'est vraiment avec plaisir que j'ai accepté votre invitation. C'est réciproque en tout cas. Enfin déjà la première question que je poserai, toute simple, toute bateau on va dire, c'est quand est-ce que l'association Côté Météo a été créée, quoi? Quand est-ce que l'association Côté Météo a été créée, le dossier a été déposé en préfecture le 1er juillet 2015. D'accord. Donc c'est tout récent. On a à peu près 6 mois, 8 mois. C'est tout récent. On commence à s'installer, on commence à avoir des projets, on fait des dossiers, des demandes de partenariat, des demandes de subventions justement pour pouvoir se développer. Bien sûr, d'accord. Et vous officiez à combien dessus Alors on est 4, on a un bureau d'administration à 4. D'accord. Donc je suis le président,
Il y a Nicolas qui est le vice-président, Alexandre le trésorier et Christophe qui est le secrétaire. D'accord. Les objectifs, c'est de se développer, hein, évidemment, mais est-ce qu'il y a d'autres objectifs un petit peu, je pense que c'est d'essayer d'en vivre aussi, je suppose, également. Alors, pas forcément d'en vivre dans le premier temps. Si on peut en arriver là, bien sûr, ce serait la cerise sur le gâteau. Bien sûr. Là, pour l'instant, on a un objectif qui est vraiment de faire vivre notre site internet, donc www.cotemeteo.fr, de le faire vivre, de l'alimenter, de le terminer également. Il y a plusieurs rubriques qui ne sont pas encore en ligne. Ensuite, on a un objectif d'apprentissage de la météo. Déjà au niveau local, dans ma ville, par exemple, avec la création d'un club météo, et au niveau national via le site web, via les réseaux sociaux. Également essayer d'apprendre aux gens ce que c'est que la météo, d'ouvrir la météo à quelque chose de plus important que uniquement les prévisions qu'on voit tous les soirs à la télé. C'est une science beaucoup plus vaste. Et également l'apprentissage auprès des écoles. D'accord. Oui, donc c'est vraiment. C'est intéressant. C'est vraiment dans périscolaire, avec le partenariat des écoles. Également dans un premier temps au niveau local, avec la commune dans laquelle j'habite qui me soutient, et ensuite pourquoi pas, si l'expérience est bonne, s'étendre à d'autres communes. Ouais, donc vous faites valoir vraiment une valeur pédagogique importante, ce qui est très 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 appréciable. Essayer d'expliquer, parce que il y a la prévision comme tu dis en elle-même, mais il y a tout un travail aussi derrière. Et nous c'est ce qu'on fait aussi dans le cadre de RTM, de l'émission, c'est donc d'expliquer les nuances, d'expliquer beaucoup de choses, quoi. Essayer de rentrer un peu dans la climatologie aussi, d'autres sujets, et parce que la prévision pris comme ça, un peu terre à terre, on va dire, on y a accès sur Internet ou à la télévision, par les bulletins télévisés, mais c'est vrai que des fois, il manque beaucoup quand même de pédagogie encore. Donc savoir d'où vient les prévisions, par où on commence. Bien sûr. Comment on commence à faire une prévision. Quelles sont la fiabilité des prévisions aujourd'hui. Ça, c'est des choses que les gens ne savent pas forcément. Et également reconnaître, par exemple, les nuages, reconnaître le temps, savoir si le temps va changer rapidement. Ouais. Enfin, c'est des choses qu'on peut vraiment apprendre en grand public avec des petits conseils assez simples. Jessie, si tu as des questions aussi, n'hésite pas. Oui, alors c'est vrai que tu parlais tout à l'heure dans ta ville, un club météo. Alors en quoi qu'est-ce que c'est concrètement un club météo? Qu'est-ce que c'est constitué de quoi en fait? Alors c'est constitué de membres de l'association, donc ils se réunissent toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ça c'est encore à définir. Et on pourrait parler dans un premier temps des phénomènes météo, c'est-à-dire faire le point sur la situation météo actuelle, où on se réunit. Pourquoi pas parler des prévisions, et ensuite pourquoi pas développer par exemple des activités comme des activités photos, des activités pour parler de reconnaissance des nuages, des activités sur les sites web, des lectures d'ouvrages météo également, qu'on pourrait se conseiller entre nous. Voilà, c'est des choses comme ça, avec des personnes qui à la base ne sont pas forcément passionnés par la météo, mais qui ont envie de s'intéresser, parce que les gens sont quand même assez curieux de la météo. C'est un sujet que l'on retrouve quasiment tous les jours dans les discussions des gens. Oui, ça c'est vrai, on le constate même sur RTM. En fait, oui, c'est un petit peu comme ce qu'on fait sur RTM, sauf que là, c'est vraiment, il y a le contact réel avec les gens, quoi. Voilà, tout à fait. Et pourquoi pas aussi imaginer des randonnées également sur le thème de la météo, avec toujours cette idée d'observer le ciel, d'observer la nature et pouvoir interpréter l'observation, pouvoir éventuellement faire une prévision. Ah oui, c'est intéressant aussi. Ça donne envie, quoi. Hein, Fabien? Ah oui, non, mais complètement. C'est une approche très, pédagogique, c'est clair. Et puis, pédagogique, puis ludique aussi. C'est je veux dire, après, c'est sûr que, organiser des randonnées en contact avec la nature, je veux dire, il n'y a rien de mieux, quoi, pour expliquer aux gens, pour expliquer, avoir une approche ludique aussi derrière, pédagogique, mais à la fois ludique, quoi, c'est sûr, hein. Donc, ça j'ai beaucoup axé sur la pédagogie. C'est vraiment on veut sensibiliser les gens à la météo, parce que aussi on s'est aperçu que beaucoup de personnes
ne prennent pas forcément conscience des risques vraiment qui sont liés à la complètement. Ouais. Quand on voit certaines tempêtes, certains orages, certaines catastrophes qu'on a eues, avec toujours malheureusement des personnes qui décèdent, il y a sûrement un moment donné où les personnes ne prennent pas conscience du risque, et on veut essayer comme ça de faire comprendre le risque et surtout de leur faire par eux-mêmes aller chercher l'information météo. Oui. Mais oui. Non, mais nous on en parle aussi fréquemment à la radio, de tout cela. C'est vrai qu'on a conscience quand même que il y a une culture du risque en France qui est, je parle de la France, après moi je connais moins les autres pays, mais enfin, on a une culture du risque en France qui est limitée, quoi. Je dirais très très limitée même. Après, très limitée, et malheureusement il faut souvent qu'il y ait une catastrophe pour qu'on prenne conscience du risque. Malheureusement. Le problème après aussi, c'est que on en parlait justement la semaine dernière avec notre précédent invité, Alexandre de Météo Express, c'est que les gens ne tiennent pas aussi compte des vigilances Météo France qui sont déclenchées bien souvent malheureusement par, on va dire, peut-être manque de lisibilité, on va pas dire d'information, mais c'est vrai que par exemple on parlait notamment la semaine dernière, la vigilance jaune est tellement banalisée maintenant. Je dirais que il se passe pas une journée sans qu'on ait une vigilance jaune. Alors qu'une vigilance jaune, nous on la considère à la mesure où elle fait part, par exemple, même sur un département d'une manière localisée d'un éventuel risque, quel qu'il soit. Et on se rend compte que là, il y a une certaine opacité auprès du public. Donc voilà. Après, c'est pas obligatoirement que de la faute de Météo France. Il y a des choses à voir, à discuter. Et donc tout ça, on voit que derrière, il y a une culture du risque vraiment limitée. Enfin voilà, je pense que. Je sais pas quel est ton avis par rapport là-dessus. Je dirais, nous, on a pas mal discuté la semaine dernière. C'est un sujet qui revient fréquemment à l'antenne, entre nous, notamment auprès des auditeurs. Et c'est une vraie question, quoi. Une vraie question. C'est une vraie question. Alors, par rapport à la vigilance jaune, pour revenir dessus, c'est que Météo France, quand même, axe cette vigilance plutôt sur comme ils disent eux-mêmes, il me semble, c'est des activités sensibles au risque météo. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, c'est ça. C'est que pour la personne lambda qui prend sa voiture pour aller travailler et pour rentrer le soir, finalement, elle n'est pas vraiment impactée par cette vigilance jaune. Oui, c'est vrai, on est d'accord. Non, tout à fait. Il faut qu'on arrive à la vigilance orange pour que là, vraiment, les personnes puissent être en danger lors de déplacements. Mais par rapport à cette vigilance, une décision qu'on a prise, par exemple, avec l'association, c'est qu'au début, on avait sur notre site une vigilance faite par nous-mêmes. Oui. Et le lendemain de la catastrophe qui s'est passée sur la Côte d'Azur, du côté de Cannes, de Nice, on a pris la décision en fait d'arrêter notre vigilance et de prendre le relais avec la vigilance de Météo France. En se disant, c'est une bonne idée. On a vu beaucoup de commentaires, on a eu beaucoup de réactions des gens qui disaient oui, mais moi je me suis renseigné, j'avais vu que c'était pas en vigilance orange, il y en a d'autres c'était en vigilance rouge, en vigilance noire, en vigilance violette. Je crois que les gens sont complètement perdus dans toutes ces vigilances. J'ai tendance à le croire aussi. Alors c'est pas une critique, parce que je pense que ces sites, comme on a pu le faire également avec l'association, c'est vraiment une volonté d'information, mais trop d'informations tue l'information. Exactement. Ça renforce. Le problème, moi franchement, je critique pas du tout tous ces sites qui mettent en place des vigilances. Elles sont souvent intéressantes, je dirais à prendre en compte. Le problème, c'est que ça renforce justement auprès du grand public. Le grand public qui a tendance quand même à piocher les informations comme elle peut sur le net. Ça a tendance à renforcer justement cette opacité, quoi. À ne plus comprendre. Il y a également aussi des vigilances qui sont parfois lancées pour pas grand-chose. Ah oui. Il faut quand même être conscient que Météo France, c'est un organisme de prévision. Les personnes qui travaillent là-bas ont fait des études en météo, c'est des personnes qui s'y connaissent et qui ont une responsabilité. Il faut avoir quand même un jugement de soi un petit peu élevé pour dire moi je peux faire une vigilance aussi bien que Météo France. Ah oui. Voilà, ça c'est assez compliqué. Non, mais certain, ça c'est clair. Météo France, comme tu dis, ils sont à plusieurs, quoi. Ils sont à plusieurs, et puis il y a quand même tous les services de sécurité qui sont derrière. Donc quand une vigilance est lancée, c'est mûrement réfléchi quelques jours à l'avance. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est pas sur un coup de tête le soir en faisant les prévisions en mineur. Ou en regardant une sortie d'un modèle. Par exemple. Donc c'est vrai que nous, en tout cas, on reprend la vigilance de Météo France. On a contacté Météo France. Et du coup, voilà, on est vraiment sur un
partenariat, on va dire, pour la diffusion ils ont dû être ravis pour le coup de la vigilance. Alors, oui, on a été bien reçus, franchement, on a été bien reçus par Météo France, qui a apprécié notre point de vue et notre geste. C'est très bien, ça. C'est une bonne initiative. Donc après, par rapport aussi aux vigilances, là, par exemple, ce soir, il y a la vigilance orange sur le département de l'Hérault. Moi qui suis du département de l'Hérault, à la base, j'habitais Béziers et Montpellier, c'est les deux plus grandes villes. Sauf qu'entre ces deux villes, il y a une différence énorme entre le temps. Je confirme. Il peut pleuvoir des trombes sur Montpellier et rien à voir Exactement. avec un beau soleil. C'est un grand département. On est d'accord. Voilà. Et donc, malheureusement, quelqu'un qui est à Béziers, qui voit une vigilance orange, va se dire, mais Météo France se fout de nous. Ouais. Non, on a du soleil, tout va bien. Mais quelqu'un qui est à Montpellier va comprendre pourquoi il y a une vigilance orange. Et oui. C'est ce qui rend, on en parle aussi de temps en temps, c'est ce qui rendrait intéressant. Alors là, c'est vrai que c'est un travail assez important. C'est ce qui rendrait intéressant, je dirais une vigilance par canton, quoi. Voilà. Mais bon, après, c'est pas. Alors, une vigilance par canton, ou tout simplement être curieux et aller sur le site de Météo France et lire le texte qui indique. Ouais, mais ça, oui, malheureusement, par contre, ça, c'est le problème. Pas d'écouter tout ce qu'on peut dire par les grands médias à la télé. Le problème, c'est que un météorologue. Le problème, c'est que c'est bien souvent le grand public va pas jusque là, quoi. C'est ça le problème. Voilà, mais les grands médias à la télé, il y a pas de critique à leur faire, c'est qu'ils sont généralistes. Bien sûr. Voilà, pour eux, c'est le département de l'Hérault, ils peuvent pas aller plus loin dans l'explication. Non. Pareil pour les prévisions, c'est vrai que c'est assez compliqué de dire donner la température pour chaque ville. Sur les cartes, vraiment aussi. Les gens disent ah oui, mais c'est bizarre, ma ville elle est coupée en deux, d'un côté il pleut, d'un côté il fait soleil. Ah oui. Mais c'est vrai qu'on a de la chance maintenant depuis une bonne dizaine d'années au moins que la population puisse avoir accès facilement à Internet, parce que à l'époque, tout début de la vigilance, au début des années 2000, même si Internet existait, mais c'était différent, c'était pas aussi répandu que maintenant dans les foyers, et donc les gens regardaient le bulletin météo avec la carte de vigilance, mais comme tu disais David, par exemple une vigilance orange sur l'Hérault, d'accord, mais comme c'est national, ils pouvaient pas préciser davantage si c'est par exemple plus le Biterrois ou les Rhin qui seraient touchés, et bon, les gens pouvaient, même s'ils étaient curieux, ils pouvaient difficilement savoir plus, à moins d'écouter des radios locales comme par exemple France Bleu Hérault. Là on va rester dans le département de l'Hérault pour le coup, par exemple. Bon, c'était plus compliqué à l'époque. Maintenant c'est vrai que, je veux dire, on entend beaucoup de personnes se plaindre, mais je veux dire, il faut qu'elles soient un petit peu plus curieuses, ça c'est clair. Exactement, voilà, faut être plus curieux, faut voir pour ces conditions météorologiques locales. Un média national ne peut pas être aussi précis. Après, il y a peut-être d'autres systèmes aussi que Météo France pourrait penser à mettre en place, comme des avertissements locaux via aujourd'hui les SMS, via la téléphonie par exemple. Oui. Et puis c'est vrai que chaque pays, ne serait-ce dans l'Europe, fonctionne un peu différemment aussi, au niveau des échelles de vigilance par exemple. Donc bon, c'est après on en discutait justement avec Alexandre la semaine dernière, et c'est vrai qu'on se dit quand même Météo France, ils ont comment dire, un protocole à respecter qui peuvent changer si jamais ça ne convient pas. Mais on voit que depuis un certain temps, ne serait-ce pour, par exemple, l'échelle, les couleurs, je pense pas qu'ils soient prêts de changer. Parce que je sais qu'il y a certains pays où ils ont 5 couleurs, alors il y a certains qui disent que c'est bien, d'autres que c'est pas bien, ça se discute. Mais c'est vrai que, et encore ce n'est qu'un exemple, mais c'est vrai que c'est une institution, Météo France, en même temps. Et puis chaque pays fonctionne différemment aussi. Exactement, c'est l'institution qui n'a pas toujours aussi le choix des décisions, parce que ça dépend quand même de l'État, d'un ministère. Après, voilà, le fait aussi de changer peut-être de couleur assez souvent, ça risque aussi de perdre l'usager qui va lire ses cartes. Et puis, tu me dis aussi, chaque pays a des échelles différentes pour ses vigilances, mais chaque département en France, au final aussi, va avoir ses critères différents pour la mise en vigilance. Oui, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Par exemple, les canicules, en période de canicule. Surtout d'ailleurs, oui. Ouais, c'est particulier. Ouais. Je vais un peu focaliser sur toi, David. Quand est-ce que la passion de la météo t'a pris? Je suppose peut-être très jeune ou je sais pas, moins jeune. Oui, alors très jeune. Très jeune. C'est quand même assez compliqué à dire, mais je pense qu'il y a eu un élément déclencheur. D'accord. C'était dans l'Hérault, dans l'arrière-pays héraultais, dans un petit village. Oui. Il y a un fleuve qui
cool, qui s'appelle l'orbe. Oui. Et un jour, l'orbe est rentré en crue, mais vraiment une crue très importante. Et je me souviens d'être allé avec mes parents voir la crue. Et ce qui m'avait choqué, c'est que l'orbe passait au-dessus du pont du village. Et là, je pense que à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, mais comment c'est possible? Moi qui voyais tout le temps ce fleuve en bas, là-bas du pont, tout calme, où je me baignais, voilà. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser. Et dès qu'il y avait de la pluie, dès qu'il y avait de la neige, j'étais curieux envers mon père et je posais beaucoup de questions par rapport à ça. D'accord. Et donc, t'avais quel âge, là, à ce moment-là? J'avais une dizaine d'années. D'accord. Oui. Donc, ça fait penser à... Ouais, moi c'est pareil. Hein, non, mais il y a des éléments déclenchants, hein, c'est sûr. Ouais. Mais c'est vrai que dans l'Hérault, faut le dire quand même, hein, moi qui suis aussi originaire de ce département, il y a quand même beaucoup de phénomènes météo. On le voit, ne serait-ce quand on analyse les cartes de vigilance, par exemple, de Météo France, c'est un des départements qui est le plus concerné chaque année par la vigilance. Oui, alors c'est peut-être la raison, le fait d'avoir vécu tous ces phénomènes. Oui. Qui m'a poussé à ça et à vraiment m'intéresser à ça. Oui, c'est vrai, pour moi, ça a eu un grand rôle aussi. Oui, c'est possible. J'ai failli mourir noyé aussi lors d'un épisode Sévenol, donc du coup, oui, c'est sûr que ça marque, quoi. Oui, ça marque. Et puis voilà, du coup, aujourd'hui, tu as envie d'informer les gens, de leur informer aussi du danger. Ouais, d'accord. Parce que donc, bon, question toute simple, ça te fait quel âge maintenant, David? Aujourd'hui, j'ai 27 ans. D'accord, 27 ans. Et les études, qu'est-ce que tu as de passion. Ouais. Après, j'ai pas commencé à 10 ans à faire de la météo. Oui, j'ai bien compris. Tous les jours. Mais oui, après, on a déménagé. Là, j'ai eu un jardin, donc du coup, j'ai construit un abri météo. D'accord. Donc je faisais mes relevés dans un cahier tous les jours, le matin, midi, maxi, la direction du vent, les nuages dans le ciel, la quantité de pluie. Et un jour, j'ai eu un ordinateur et j'ai eu envie de me mettre à créer un site internet. Donc là, j'avais créé Béziers Météo. Ah oui. D'accord. Béziers Météo, qui est ensuite devenu Météo Héros, et qui ensuite est devenu côté météo au niveau national et international. Une belle évolution en tout cas. Oui, ça m'a permis d'apprendre l'informatique aussi, de gérer cet outil et de pouvoir m'exprimer via un site internet. Ah, c'est pas pareil qu'un cahier. Avec un crayon. Non. Je sais, j'ai expérimenté aussi. C'est pas la même chose. C'est bien. Et tu as fait quoi comme étude, David? Alors j'ai fait un bac STI en électrotechnique, en génie électrotechnique. D'accord. Donc là, ça n'avait pas trop de rapport. Mais après, j'ai fait une licence en sciences de la Terre et de l'environnement. Ah, déjà on se rapproche là. Voilà. D'accord. Donc donc ça c'était. Ouais, bon, enfin, pas un C'était de belles années, vraiment, où les cours parlaient aussi de météo, de naturel, de climatologie, de paléontologie aussi, c'était assez sympa. Donc, Et t'as un domaine que t'as fait, qui te passionne le plus dans la météo? Je sais pas, la climatologie ou autre chose ou... Alors, la météo, c'est vraiment faire les prévisions. Ça, j'aime. D'accord. J'aime le plus. Après, l'observation aussi, j'aime bien aussi je pourrais passer des heures à regarder les cartes du monde entier, observer le temps, et justement essayer de comprendre comment ça peut évoluer. Et là, bon, tu nous as dit, vous êtes 4. Est-ce que, chacun a ses spécialités, je suppose, bien sûr. Alors, il y a Nicolas, donc lui, lui, il va vraiment me donner un coup de pouce au niveau informatique. Il a de bonnes bases à ce niveau-là. Alors, lui, c'est plutôt tout ce qui est météo, on va dire observation aussi, tout ce qui est orage, photo. Il est dans ce domaine-là. Il y a Christophe, alors lui qui s'intéresse à la météo, mais qui va pas forcément la pratiquer. D'accord. Et Alexandre, c'est la dernière personne qui a rejoint notre groupe. Pareil, voilà, il va être curieux de la météo, mais on peut pas dire que c'est vraiment un passionné de météo. Il va être curieux, il va avoir envie d'apprendre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a rejoint l'association. Et en tant que trésorier, notamment avec des bases de comptabilité, il nous aide bien à gérer l'association. Ah bah oui, il y a ça aussi derrière. Il faut Vous avez de très bons éléments. C'est un peu comme sur RTM aussi, où on est tous un peu différents en fait.
On essaie de constituer une belle équipe. On essaie d'être complémentaires aussi, parce que voilà, c'est ça, complémentaire, apporter chacun sa petite touche, ses idées aussi. Parce que si on est tous pareils. Passionné, je vais pas avoir les mêmes idées ou la même façon de voir qu'Alexandre qui va pas être passionné. Ouais. Il va poser les questions différemment, voilà. Ouais. Donc c'est intéressant. Et Jessie, t'as des autres choses à demander, là? Non, bah pour l'instant non, mais enfin je trouve que c'est un beau parcours quand même, hein, faut le dire. Et on souhaite vraiment encore plus de toute la réussite, bonheur, de passion. Bien sûr, toute la réussite possible, la réussite déjà dans la passion, quoi, je dirais. La reconnaissance. Pour pouvoir continuer. La reconnaissance dans le travail, dans la passion. Exactement. C'est vraiment ce qui est le plus important. Exactement. Aujourd'hui, par exemple, je suis assez content de faire partie des observateurs pour l'émission sur France 3 de Météo à la Tout à fait, j'allais venir. Oui. On avait remarqué que t'étais souvent mis à contribution. Une émission comme ça puisse avoir envie de vidéos en venant visiter notre site, par exemple. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est une belle émission. Alors, bon, malheureusement, à mon grand regret, la semaine, j'ai jamais le temps de regarder à l'heure où c'est, mais c'est vrai que oui, c'est un peu difficile aussi. Un peu compliqué. Heureusement qu'il y a les replays, hein, sur. Ouais, il y a les replays, c'est vrai. Et t'es sur Ronc, hein, c'est ça, hein, dans le Nord, hein. Voilà, moi je suis sur Ronc, près de Lille. Donc ça fait combien de temps que t'es sur Ronc maintenant? Ça fait combien de temps? Je suis complètement au nord, hein, à la limite de la Belgique. Et ça fait combien de temps que t'es sur Ronc maintenant? Et ça va faire 5 ans. D'accord. Ça va faire 5 ans. Donc là, par exemple, à Ronc, c'est vraiment une ville qui me soutient. Donc avec Côté Météo, on fournit les prévisions sur le site de la ville. Mm-hmm. Donc on a les prévisions sur la page d'accueil. Donc ça, c'est pour le lendemain le jour même et le lendemain. Et ensuite, on a une page dédiée avec les prévisions à 7 jours. Mm-hmm. Et par exemple, avec la commune, on a également fait une convention avec Météo France pour installer un pluviomètre. D'accord. Où les relevés sont faits tous les jours. Et ce pluviomètre est dans la cour d'une école. Donc ça peut nous permettre par la suite d'envisager ces actions pédagogiques avec les enfants. Mm-hmm. Ah, ça c'est vraiment... Ah, moi ce que j'aime bien, c'est la proximité justement avec les habitants du coin, quoi. C'est ça qui est super. Ouais, c'est ce que je recherchais vraiment, voilà, c'est de faire participer les gens, de montrer que je peux être là s'ils veulent des conseils. La proximité, hein, bien sûr. Ouais. Et les gens réagissent assez bien. Donc c'est vrai que dans la commune, j'ai été bien accueilli pour ça. Et là, la mairie vraiment me soutient pleinement dans mes projets. Ouais, ça c'est vraiment super. C'est vrai que c'est ce qu'il faut, hein. Bah nous à la radio, bon, on peut nous entendre du monde entier, donc après des gens nous écoutent s'ils le souhaitent. Oui, bien sûr. C'est vrai que là, d'être en contact directement avec les gens locaux et la mairie aussi vous soutiennent, c'est super. Hein. Ah, c'est un plus, c'est un vrai plus. Mais je te rassure, David, moi aussi j'ai quitté le sud pour aller dans le nord. C'est pas que j'aime pas le sud, hein, au contraire. J'ai pas eu trop le choix en même temps, pour raisons professionnelles. Mais bon, c'est sympa le nord aussi. Hein. Quand on aime la météo, le nord c'est aussi sympa parce que le temps change beaucoup plus que dans le sud, par exemple. Oui, c'est vrai, c'est pas le même climat. J'ai appris à le découvrir depuis 1 an et demi. Quand on connaît ces périodes de 1-2 semaines avec un beau ciel bleu, mais de la tramontane, hein, on s'arrête pas pendant 15 jours. Oui, alors que là, c'est 1 semaine ou 2, des fois avec un ciel gris. Voilà. Et si c'est 1 semaine avec 3 ou 4 perturbations qui passent dans la semaine. Ouais. Oui, c'est aussi. C'est tout aussi bien. Ouais, voilà. Non, ce qui est bien dans le nord aussi, c'est que voilà, entre les perturbations, on a des ciels de traîne, c'est intéressant, on a des averses, on a parfois des orages d'air froid, on a du vent. Animé, ça, c'est animé, alors que bon, dans l'Hérault, on a les épisodes méditerranéens, ou Sévenol, mais bon, voilà, en dehors de ça, où on a des entrées maritimes, mais bon, c'est mortel quand ça dure un mois, n'est-ce pas, Jessie, au mois de décembre? Oui, comme en décembre. Oui, voilà. Ouais, c'est un peu mortel. Mais bon, de venir dans l'Hérault, c'était en fin janvier. Je suis tombé sur une période de gris, et c'est vraiment une ambiance. Ça n'a pas été terrible cette année dans le sud. Non. Et alors, quand je suis allé dans les Pyrénées et que j'ai vu ce manque de neige, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et un temps pareil, tout calme, pas un brin de vent, pas de froid. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Ça manquait chez certains froids, quand même. Ouais.
Bon, on va aborder un peu d'autres sujets. Bon, quel regard toi tu portes par exemple sur ce qu'on appelle nous le changement climatique. Enfin, bon, on le voit aussi sous le prisme du réchauffement climatique parce que c'est quand même difficile. Enfin, je dirais pour notre part, c'est difficile de nier le réchauffement par rapport à, je dirais, à tout ce que l'on voit. Je veux dire, toi, enfin bon, voilà. La question est peut-être un peu vague, mais quel regard tu portes un peu sur tout ça? Après, notamment le lien, enfin, de la manière dont c'est traité par les médias, par exemple. Voilà, qu'est-ce que toi tu en penses? Enfin, comme tu dis, on peut pas nier le fait qu'il y a un réchauffement climatique. Voilà, c'est. Ce qui m'exaspère un petit peu plus, c'est voilà, tu as dit la façon de traiter, à vouloir nous alerter et surtout nous culpabiliser. Oui, voilà. Non, mais ça, on est complètement d'accord nous là-dessus aussi. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un réchauffement climatique, c'est votre faute. Oui, voilà. Et voilà, c'est parce que vous éteignez pas votre télé qu'il reste une petite LED en veille. Ouais, mais c'est ça. Complètement. Et pendant ce temps, il y a des grands magasins qui sont allumés toute la nuit avec 100, 200 néons. Et ça pose pas de problème. On est complètement d'accord. Voilà, c'est ça le problème. Voilà. Voilà, c'est ce traitement-là de l'information du réchauffement climatique qui m'agace. Pourtant, on peut pas nier qu'il y en ait un. Et ce qui m'agace aussi, c'est quand il y a un phénomène, une tempête par exemple, et qu'on va dire c'est la faute du réchauffement. Voilà, aussi. Ah oui. Là, je me dis, les journalistes ont la mémoire courte. Bien sûr. Bien sûr. Oui. Parce que il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y avait des tempêtes. Exactement. Et à cette époque-là, on parlait pas de réchauffement climatique. D'ailleurs, l'influence de ces journalistes, justement, c'est déjà aussi une influence, moi, que je considère un peu néfaste vis-à-vis du grand public. C'est-à-dire que le grand public, après, c'est sûr que, on se rappelle, on se remémore que des événements très récents, quoi. Et alors que bon, c'est pour ça, c'est intéressant aussi de faire appel à sa mémoire. Et de remonter assez loin aussi pour prendre justement du recul par rapport à tout cela, par rapport à ce réchauffement climatique. Hein. Donc voilà, donc nous on fait remarquer aussi assez souvent à notre petit niveau, je dirais, dans l'émission. Non, pas c'est vrai, on en a parlé fréquemment, hein, Jessie. Hein. Mais bon, après, voilà, bon, c'est vrai que des fois on est un petit peu exaspéré et irrité par, je dirais, l'attitude de certains médias, hein, pas tous, parce qu'on peut pas tous les mettre dans le même panier non plus, mais oui, pas tous. T'as raison, bien sûr. Après, c'est que le réchauffement climatique est devenu vraiment aujourd'hui un objet de la société et beaucoup de gens s'en servent. Et par exemple, quand tu vois aujourd'hui le phénomène réchauffement climatique dans le monde politique, ça devient fou. Ah oui, c'est complètement ça devient presque, alors, faire des ennemis en disant ça, ça devient presque une façon de se faire de l'argent. C'est-à-dire que oui, non, mais c'est vrai, hein. On vous culpabilise, on vous met des taxes, sous prétexte à ce réchauffement climatique. Voilà. Bon, je serai jamais ministre. Non, mais bon, tu peux le dire, personne nous écoute, hein. On est entre nous. Personne nous écoute, hein. Voilà, donc c'est tout ce traitement qui est fait autour du réchauffement climatique qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Ah ouais, non, mais qui est exaspérant, hein. Presque une mode, ça fait vendre des livres, ça nous permet de... Oui, c'est après, sûr. il est là, on peut pas le nier. Non. On a des outils pour le ralentir, sûrement. Ouais. Je pense que les gens prennent aussi beaucoup conscience de l'environnement par rapport à quelques années. C'est quelque chose de bien. Ça, c'est des bons points qu'ont réussi les médias en parlant de l'environnement, du réchauffement climatique. Mais il y a quelques années. Donc je pense comme bien d'autres, tu dois être assez réservé aussi sur la part ce qu'on appelle anthropique, je dirais amenée au réchauffement climatique, c'est-à-dire on peut pas considérer comme certains peuvent l'être, comme certains peuvent le considérer, notamment le GIEC par exemple, que 95% du réchauffement climatique est imputable à l'activité de l'homme, quoi. Je pense que tu te poses des questions aussi, forcément. Moi, à mon niveau, je serais même pas de dire, en fait. Non, mais c'est pas une chose de dire, c'est une chose de, je pense que moi, nous, si tu veux, nous, à notre niveau, on se dit, par exemple, on modère tout cela, on se dit, il y a toujours eu des cycles froids et des cycles chauds sur la Terre, hein. Oui, mais alors, c'est là où on peut pas nier le réchauffement climatique sur le fait que, quand même, quand on regarde l'évolution de la température sur ces 200 dernières années, l'évolution, elle est quand même phénoménale par rapport à ce qu'ont connu d'autres périodes glaciaires. Oui, bien sûr. Donc, l'humain n'est peut-être pas la cause d'un réchauffement du climat. Oui. Mais il a peut-être quand même encouragé, on va dire. Ah bah oui, non mais ça on ne dit pas non plus. Hein. Accélérer. Ça c'est exact. Moi c'est ce que je pense aussi. Jessie, je pense qu'on en parle souvent, mais c'est ce qu'on pense aussi. Mais je dirais que nous on se permettrait pas, je dirais,
d'imputer, comme certains le font, d'imputer complètement le réchauffement à l'activité humaine, quoi. Hein. Voilà. Donc je pense qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Hein. Enfin, c'est mon avis personnel, mais voilà, on sait que le climat, c'est variation naturelle. Bien sûr. Ça a été observé dans les carottes glaciaires, les carottes de glace. Mais aujourd'hui, en tout cas, moi te dire, est-ce que ces gens-là ont raison? De ma place, Non, mais après encore une fois, il y a pas une question. Après, il y a pas une question de raison par raison. Déjà, d'abord tout ça, il faut garder une grande humilité par rapport à cela. Je pense que personne peut se prévaloir de maîtriser complètement le sujet, hein, même les scientifiques, même si il y a des études très sérieuses et très intéressantes qui sont réalisées, qui sont publiées. Voilà, personne peut se prévaloir, je pense, d'avoir plus raison que d'autres. Ce qui, je dirais, un peu justifie un peu l'agacement qu'on peut avoir encore en revenant à ce qu'on disait juste avant par rapport à la culpabilisation un peu qui est faite autour de la population par rapport à notre manière de vivre. Ça veut pas dire que on n'a pas. Enfin, moi, je considère on peut faire des efforts, chacun à notre niveau. Mais voilà, mais de là à nous culpabiliser parce que on a allumé une lumière de trop. Le soir à 21h, ou voilà. Enfin, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Il faudrait que tout le monde soit au même niveau. Et voilà. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va avoir plus d'argent ou qu'on a une grande chaîne de commerce ou des choses comme ça, qu'on doit pas nous prendre conscience aussi de l'impact qu'on a sur l'environnement. Bien sûr. Voilà. À quoi ça sert tous ces magasins allumés en pleine nuit? On se demande. Avec des spots. On se demande. C'est vrai. 500, 2000 watts chacun. Non, mais c'est sûr. Je vois pas vraiment l'intérêt. Je pense même que cette grande chaîne de magasins, elle ferait des économies en embauchant peut-être 2 ou 3 000 par rapport à la facture d'électricité. Ouais, donc c'est sûr. Ouais. Mais voilà, il faudrait qu'on soit tous au même niveau. Bien sûr. Et puis que ça sert pas, comme je disais, d'excuse à toujours nous imposer des taxes là-dessus. Voilà. Non, mais c'est clair. Bon, enfin, c'est un vaste sujet, mais bon, je dirais qu'on. Et d'ailleurs. David, est-ce que ce sont des questions que certains, on va dire, habitants de ta ville te posent quand tu te rencontres? Est-ce qu'ils s'intéressent aussi à ce phénomène? C'est plutôt rare comme question, mais les fois où j'ai parlé avec certaines personnes, c'était surtout une vision vraiment moqueuse en fait du réchauffement climatique. C'est que pour eux, alors quelqu'un qui va pas avoir d'explication va lui dire il y a un réchauffement climatique, mais le climat va devenir plus froid en France. Ça, ils ont beaucoup de mal à comprendre. Ouais. Comment ça se fait? Maintenant, on nous parle de réchauffement climatique, puis on nous dit que la température elle baisse. Là, c'est assez difficile. C'est moqueur parce que c'est. Ouais, c'est. Il y a une je sais pas, oui, c'est une incompréhension par rapport au phénomène du réchauffement climatique et aussi sur le fait que les gens, aujourd'hui, on est en 2016, quand on nous parle de réchauffement climatique, on le voit en 2100, 2150. Et les gens, justement, comme on disait tout à l'heure en début d'émission, avec les vigilances, les gens n'ont pas conscience que ça pourrait vraiment arriver. Pour eux, c'est loin. Voilà, c'est dans 50, c'est dans 100. Ah oui, c'est vrai. Et c'est souvent la réponse que j'entends même quand je me balade en ville. Hein, des fois, on voit des gens jeter des papiers par terre et tu vois des personnes les interpellant en leur disant mais la nature, oui non mais la nature c'est pas grave, on sera plus là. Voilà. Ouais. Et oui, non mais c'est mal. Ouais, voilà, c'est vrai, c'est une réalité. Hein. Non mais c'est clair. David, je vais un peu. Après, il va y avoir des personnes, bien sûr, qui sont intéressées de comprendre le phénomène, de savoir ce que ça peut apporter et ce qu'elles peuvent faire, heureusement, pour contribuer à le ralentissement du réchauffement climatique. Mais c'est assez compliqué de dire à une personne, voilà, vous faites ça si il y a 100 personnes à côté qui font rien. Puis il y a certaines personnes aussi qui peuvent se dire en hiver, quand il fait froid à une certaine période. Et on nous parle de réchauffement climatique avec ça. Exactement. C'est ça. C'est vrai. Avec le commentaire, c'est vrai. C'est vrai. C'est simple à dire en plus. C'est simple à dire et puis on se retrouve un petit peu démunis face à ces personnes-là. Parce qu'on veut tenter l'explication, mais on sent qu'au final, la personne va être franchement, moi avec mes collègues de travail, quand on est amené à parler de ça,
Moi, je préfère m'abstenir, parce que des fois, ça m'énerve aussi. Hein. Et rien dire, parce que je me dis, si je commence à parler, à rentrer dans le débat, tout ça, on n'a pas fini. Hein. C'est vrai. Mais c'est aussi notre but aussi, hein, d'avoir quand même cette explication, peut-être via des expositions avec le partenariat de la mairie également. Pourquoi pas? Ah bah oui, puis quand on porte un projet, on va dire, on a plus de confiance, de niaque aussi, et donc et de temps, hein, également. Oui, voilà, et on est plus aussi préparé à la réponse, préparé à la question et à donner la réponse. Et oui. David, alors, juste pour changer un petit peu de sujet, alors tu nous avais évoqué donc à l'âge de 10 ans la crue de l'Orbe, hein, qui t'a fait un peu, je dirais, prendre conscience que la météo c'était quelque chose quand même qui t'accrochait, quoi. Mais depuis cette date-là, est-ce qu'il y a eu, il y a forcément eu d'autres événements météo qui t'ont marqué? Alors lesquels? Alors, il y a, donner des dates, ça va être compliqué. Il y avait une vigilance rouge dans l'Hérault. Je crois qu'il y avait l'Hérault et le Gard. Donc à cette époque-là, j'étais au lycée, je devais être en première. Ouais. Et je me souviens que le prof nous avait dit, il y a une vigilance rouge, tout le monde rentre chez lui. Et de voir des gens, c'est que de voir toutes ces personnes rentrer chez eux, d'autres qui ont dû rester au lycée toute la nuit, ça m'a aussi assez... C'est à ce moment-là que j'ai failli mourir noyé. D'accord. J'avais pris le bus, parce qu'il y avait des bus qui étaient venus plus tôt que prévu, en début d'après-midi. Oui. Et donc, j'étais à la commune de Lunel à l'époque. Oui. Et donc, ce qui est étrange, c'est que... déjà, pour sortir de la ville, il a fallu des heures. Et après, c'est pas parce qu'on sort de la ville qu'on est mieux, au contraire. Il faut prendre des petites routes de village, là, où il y a des ruisseaux qui traversent. Surtout du côté du Lunel, c'est vrai que les ruisseaux. Ah ouais. Oui, voilà. C'était le jour où une femme avait été aspirée par une bouche d'égout, là, aussi. Et puis, alors c'est pas ça, c'est qu'en plus quand le chauffeur, il voit une barrière où il y a écrit route inondée, qui sort du bus, qui enlève la barrière et qui remonte dans le bus et qui traverse la route. C'est comme ça qu'on a failli mourir noyé. Et ceci dit, j'ai pu rentrer chez moi à 20h le soir. Et alors déjà un peu traumatisé et tout trempé, bien sûr, de la tête jusqu'aux pieds. Et quand je suis rentré chez moi, parce qu'en plus à l'époque on n'avait pas de téléphone portable, j'avais juste appelé mes parents. Alors je sais que je vais faire rire certains auditeurs les plus jeunes qui nous écoutent, mais j'avais appelé mes parents avec la cabine téléphonique du lycée. Voilà. Ouais. Les téléphones portables au début, c'est pas très courant. Et donc, mais n'empêche, l'avantage c'est que ça marchait bien. Mais alors après, mes parents n'avaient plus de nouvelles de moi jusqu'à 20h le soir. Je suis rentré, il tombait des trompes d'eau. Et puis quand je rentre et que je regarde la télévision, c'est le journal de 20h, et que je revois les images que j'ai vécues moi-même en direct, là, ça c'est très marquant. Ouais. Traumatisant. Je comprends que c'est marquant. Et c'est vrai, je comprends que c'est marquant. Et puis par exemple, ce chauffeur de bus, pourquoi as-tu pris le risque de passer alors qu'il avait marqué bien route inondée? C'est ça. Il est décédé il y a quelques années, une autre raison, mais donc il sera plus là pour nous l'expliquer. Mais c'est vrai que c'est inconscient, quoi. C'est inconscient. Est-ce que c'est parce que cette personne n'avait pas conscience des risques? Est-ce que elle se disait finalement que c'est pas grave, c'est un petit peu d'eau, on va passer, pas de souci. Et donc pour revenir à cette vigilance rouge, donc j'ai quitté le lycée, il faisait un grand soleil, vraiment grand soleil, il faisait chaud. Le temps de rentrer chez moi, et là donc le ciel est devenu noir, mais alors par la mer, donc c'était vraiment un orage méditerranéen ce jour-là. Et je me souviens d'être à la porte d'entrée de chez moi, de regarder dehors, et là de voir vraiment un mur d'eau qui avançait. Et j'ai vu ce mur d'eau et d'un coup s'abattre, et avec des rafales de vent vraiment très fortes. C'est vraiment une image qui est restée grave. Au niveau neige, je sais que sur Béziers, donc c'est quand même aussi quelques souvenirs parce qu'on n'en a pas tous les ans. Oui, c'est un événement. C'est vrai. Voilà, c'est la neige à Béziers. Après, il y a quelques crues de l'Orbe également. J'ai pu aller voir sur Béziers. C'est vraiment les événements les plus marquants, surtout cette vigilance rouge avec ce mur de pluie qui arrivait. Et je crois que d'ailleurs j'ai encore la vidéo, faudrait que je la retrouve. Ça pourrait être sympa à remettre sur Internet. Mais c'est vrai qu'on s'en rappelle à vie des vigilances rouges quand on les vit surtout. Ça c'est clair. Et quand on les vit, quand on est un peu jeune, quand on n'a pas forcément toutes les connaissances, c'est vrai que là aujourd'hui je me sentirais plus en sécurité parce que je sais où aller chercher vraiment l'information sur les radars de précipitation, sur les prévisions.
Oui. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas de... Ah bah non. Voilà, c'est pas vraiment quand ça va arriver, d'où ça vient, la force. Enfin, c'est un petit peu plus angoissant. Non, mais bon, voilà. Et puis, oui, il y a des événements. Peut-être la tempête de 99. Oui, t'étais jeune. Ouais, j'étais en train de. Alors, j'étais jeune. Enfin, les deux tempêtes. Ce jour-là, dans l'Aude. Ouais. Sûrement que je mangeais un cassoulet. et je me souviens que, alors, je dormais, et le lendemain matin, je me souviens d'avoir vu un arbre couché sur la maison. Ah oui, quand même. C'est vrai que, tu m'as rappelé un autre souvenir. D'accord, ouais, parce que bon, je sais que ça a marqué. C'était angoissant, surtout. Ça a marqué pas mal de monde. La seconde tempête. Oui, la seconde qui a circulé plus au sud, là. On a vu les images à la télé, la première, et qu'on se dit qu'il y en a une autre qui arrive. Ouais. Très rapprochée, en plus. Ouais. Enfin, moi, je sais que de la tempête, vraiment, j'ai pas de souvenirs. C'est plus des dégâts. D'accord. Moi, je sais que personnellement, je crois que c'est un des plus gros souvenirs que j'ai de météo, la tempête de 99. Tu l'avais vu plus où, cette tempête? Ah, bah, sur Lyon, en région lyonnaise, Moi, j'étais dans les rôles gare, Ouais. Okay. Et donc, mais c'est vrai que il y avait quand même une petite différence. Parce que, bon, dans ce que tu disais, dans le sud, on est habitué au Mistral, à la Tramontane. Et là, c'était plus vent d'ouest. Bah oui. Et voilà, et on sentait la différence. D'autant plus que Mistral, la Tramontane, ça souffle le plus fort, c'est dans leur domaine respectif. Après, forcément, il y a des couloirs où ça souffle très fort, et il y en a d'autres où ça souffle un peu moins. Et donc, quand t'as le vent qui souffle dans des zones où le vent souffle moins fort, ou souffle justement fort, ou assez fort, on se dit tiens, c'est pas habituel. Donc, c'est pas habituel et bon, après en étant dans le nord, j'ai connu 2-3 tempêtes, bon, pas aussi fortes bien sûr, mais le bruit du vent, tu entends le vent, le vent qui est continu. Quand on est sur du Mistral de la Tramontane, tu vas avoir des rafales, puis ça va se calmer. C'est pas un vent continu qui souffle vraiment, une soufflerie. Alors que là, une tempête, c'est vrai que c'est beaucoup plus impressionnant sur le fait que il y a vraiment tout ce bruit, cette atmosphère autour. Et puis après, tu vas avoir aussi la température aussi, avec cette douceur qui va arriver avec la tempête. Ah oui, je le ressens. Après, moi, je sais pas vous, mais la canicule de 2003 aussi, franchement. Oui. Bah, c'est vrai que dans le sud, franchement, on était habitué chaque été à la chaleur. Exactement. C'était marquant, mais bon, peut-être pas autant que à Lyon, dans les régions plus hautes. À Lyon, ça a été marquant quand même. Ouais, à Lyon. Et puis en ville, c'est beaucoup plus confortable que dans le sud. C'est que dans le sud, on dit il fait chaud, mais par exemple, en bord de mer, du côté de la région biterroise, on va toujours avoir un petit air marin aussi qui va venir rafraîchir un petit peu l'air. Donc c'est beaucoup plus supportable que dans des grandes villes comme Lyon, comme Toulouse, comme Paris, Strasbourg, Grenoble, voilà. Après, c'est le relief aussi, Grenoble, une véritable cuvette, il n'y a pas un brin de vent. Donc, c'est vrai. C'est sûr que c'est pas trop supportable. C'est sûr. Mais en étant du sud, j'ai quand même beaucoup de mal à supporter la chaleur. C'est vrai que dans le nord, finalement, je suis pas trop mal parce que je me sens beaucoup mieux au niveau. Mais c'est ce que je me disais aussi. Et par rapport à l'été dernier, j'ai vécu un premier été complet, on va dire, dans le nord, ou presque. C'est vrai que je m'étais dit, mais finalement, j'étais bien content d'avoir pris mes congés dans le sud à la fin de l'été. Parce que quand j'avais Manu souvent au téléphone, qui est lui à Béziers, et qui faisait que pendant un mois, surtout au mois de juin, même mes parents d'ailleurs, ils en pouvaient plus, de cette chaleur, ça durait. Et, je veux dire, au moins dans le nord, le fait qu'on puisse bien dormir la nuit, sans avoir trop chaud, pourtant on a eu une période de forte chaleur, même 2, mais c'était plus supportable parce que ça durait moins longtemps et c'est vrai que c'est plus agréable quand même. C'est plus agréable parce que quand tu dors la nuit, tu transpires, il y a rien à faire, t'as chaud, Et non, c'est ça. Les maisons se refroidissent pas, alors que dans le nord, il y a toujours un petit peu d'humidité quand même la nuit. C'est un petit peu plus supportable. Et puis, ça va durer, comme tu dis, 2, 3, 4 jours maximum. Bon, mis à part en 2003, qui a quand même été assez exceptionnel. Mais, rapidement, il y a des vents d'ouest qui vont venir balayer la chaleur. Et puis, c'est agréable. Bon, en parlant du sud, comment tu vois les choses pour ce week-end, pour demain, de ton côté, toi? Alors, beaucoup de pluie, beaucoup de pluie. Je pense pas qu'on tourne vers l'orage. C'est vrai qu'il y a un risque, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui te fait dire plus faible, le risque? Qu'est-ce qui te fait dire que ça devrait pas être orageux?
Les derniers runs ne se tournent pas du tout à l'orage, ça reste sur des pluies fortes qu'on peut connaître sur des épisodes Sevenol, vraiment sur les contreforts Sevenol. Avec aussi les plus fortes surtout sur la région, on va dire entre Sète et Nîmes. Sur cette plaine montpelliéraine, de Seine. Et par contre de fortes chutes de neige sur les Cévennes, la partie occidentale des Pyrénées. Là, on pourrait avoir quelques surprises au niveau de la neige, parce que 100 à 150 mm de précipitations sous forme de pluie. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais sous forme de neige, ça va être quand même assez conséquent. Surtout quand c'est la neige lourde et mouillée. En plus, ça peut faire jusqu'à 1 mètre. Je pense, oui. Mais et les vents quand même qui vont souffler assez fort sur la côte varoise, sur la côte des Bouches-du-Rhône, sur la Camargue. Ce secteur-là, j'ai vu autour de 90 à 100 km/h en rafale. Donc pour des vents d'est, c'est quand même assez c'est vrai. C'est vrai. Et tu me diras si je dis une bêtise, mais ponctuellement aussi, j'ai vu le sud du Var, a l'air quand même pas mal, peut-être à degré moindre, bien sûr, que on va dire, entre Sète et Nîmes et sur les contreforts Sevenol, mais le sud du Var a l'air aussi pas mal exposé, j'ai l'impression aussi. Alors, oui, il y a toujours cette zone, là, au niveau de Toulon, hier, l'île de Porquerolles également, qui rencontre dans la mer, où il y a toujours un petit peu plus de pluie, donc c'est vrai que ces endroits-là, le cumul pourrait être un peu plus important. Et également, on quitte la France, on passe en Italie, mais j'ai vu du côté du golfe de Gênes, il pourrait bien pleuvoir aussi. D'accord. Et c'est une région qui, l'année dernière, a connu pas mal d'inondations, donc là, c'est vrai. À surveiller. C'est vrai. Après, à la fois, il y a des secteurs quand même, notamment Languedoc-Roussillon, qui manquent d'eau. Donc, ça sera pas non plus. Notamment le secteur du terroir. Quand je suis descendu, j'ai un très bon ami qui est agriculteur dans le secteur, à côté de quelques agriculteurs du côté de Servian, Pézenas. Et les terres sont sèches. C'est vraiment compliqué, même à labourer. On voit que c'est sec. Alors que dans l'Aude ou dans d'autres secteurs, on va voir du côté de Narbonne, par exemple, ça va assez interpeller. On passe à côté de Narbonne, il y a des vignes qui sont remplies d'eau. Oui. Ça a été vraiment. C'est marrant, pourtant, moi, il m'a pas semblé qu'il ait plus tant que ça dans le secteur narbonnais. C'est peut-être. Non, mais là, en fait, c'est simple. Ce qui va se passer là dans ces régions-là, les quantités de précipitations qui vont tomber ce week-end, c'est plus que ce qu'on a eu depuis le début de l'hiver. Après, c'est une bonne période parce que les nappes phréatiques vont se remplir. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est une très bonne chose. C'est vrai. Ouais, surtout que apparemment dans ces régions-là, le printemps s'annonce plutôt sec et plutôt doux. Donc c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. En plus, avec la neige, ça permet vraiment de remplir tout doucement sur les secteurs des Cévennes, de la Montagne Noire. Tiens, en parlant de printemps, justement, toi, je crois que tu fais pas de tendance saisonnière ou quoi que ce soit, il me semble. Non. J'ai beaucoup de mal à aller plus loin que 7 à 10 jours. D'accord. Au niveau des tendances saisonnières. Un peu comme moi, David, c'est pareil. Je pense que c'est plus des statistiques, en fait. Et oui. Donc oui, on a de la chance, ça va marcher. Enfin, on a tapé dans le mille. On a du coup tapé dans le mille. Malheureusement, ça se produira pas. Après, c'est le risque des prévisions saisonnières et je fais pas la prévision dans ce but-là de vraiment prendre un risque. J'essaie vraiment de faire de la prévision pour être le plus précis possible. Mais enfin, par contre, peut-être qu'à titre personnel, tu regardes quand même. Non, même pas. Non, ça. Même, tu vois, quand des personnes m'interpellent et me demandent le temps que tu vas faire cet été, je sais pas. Mais non, mais même nous, on sait pas cet été. Même des fois, je leur réponds même, c'est impossible à dire. Je sais pas, il faut revenir vers moi dans 3-4 mois. Mais voilà. Donc, du coup, t'as pas une idée précise. C'est comme une personne là aussi, sur la page Facebook qu'on gère, Fabien et moi, la Météo Paris, qui demandait à Champs-Rousse, est-ce qu'il y aura de la neige entre le 4 et le 10 avril? Au début, moi, je croyais que cette personne parlait du mois de mars. J'ai dit, à ce moment-là, on doit avoir une petite idée. Et 4-10 avril. Non, en plus, c'est local, en plus. Non, mais oui, c'est ça. En plus, ce qui est difficile, c'est que c'est local. Encore, tu peux donner une tendance pour la France, d'accord, mais là, c'est local, c'est impossible, quoi.
C'est strictement Après, impossible. il faut réserver à l'avance les vacances pour le. Ah oui, non, mais c'est sûr. Et bon, malheureusement, oui, pas la météo, c'est plus. Et t'as une petite. Mais il y a une véritable surenchère aujourd'hui. Ah bah oui. Sur la météo, sur les prévisions, sur l'échéance. Hein. L'impression, c'est à qui va aller le plus loin. Ah ouais. David, t'as une petite idée pour le printemps ou pas? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Absolument pas. Non, mais ça m'est allé clair, moi. Des fois, je vais me dire, bon, on a eu un hiver doux, peut-être le printemps sera un peu plus frais, mais ouais. C'est vraiment basé sur des raisonnements Non, mais voilà. primitifs. D'accord. Je veux pas dire, mais bon, moi je veux dire, je comprends vraiment David, et à la limite, je dirais même, ça me fait plaisir, ça me rassure un peu, parce que moi aussi, les prévisions saisonnières, bon, je veux dire, peut-être je m'y intéresse un peu plus que toi, mais c'est vrai que c'est pas non plus quelque chose qui me fascine tant que ça. Et le fait de savoir que je suis pas tout seul en fait, oui, c'est rassurant. Bah après oui, non mais voilà. Moi j'ai pas cette approche parce que moi je suis très très intéressé par le moyen long terme. J'avoue, j'ai toujours été, donc c'est vrai que j'ai tendance à chercher. Et puis je suis très basé sur l'analyse des indices, de différentes choses. Je regarde beaucoup de choses, puis je regarde. Sur quoi tu te bases, voilà. Bah écoute, non mais à la fois sur les modèles saisonniers, bien sûr, comme on l'expliquait il y a 2-3 jours, qui d'ailleurs au demeurant, et on le répète, et Alexandre par exemple Périgaud qui participe souvent à l'émission avec moi, il est sur la même longueur d'onde que moi, on se comprend, on parle le même langage, et on voit que cet hiver ils ont été plutôt bons, faut dire la réalité des choses, et on se base aussi sur différents indices liés. Il y a le contexte El Niño qui, même s'il n'influence pas obligatoirement directement l'Europe, peut avoir quand même, je dirais, il y a quand même des choses qui se voient, je dirais, et qui peut avoir une influence, je dirais même indirecte sur l'Europe et sur la France. Donc il y a ça, il y a d'autres indices. Nous, il y a ce qu'on appelle l'oscillation de Madame Julian, il y a la stratosphère, bien sûr, qu'on regarde notamment quand on approche en deuxième partie d'hiver. Enfin, il y a plein de choses qu'on regarde et on essaye de faire des recoupements et avec des résultats qui sont bien sûr perfectibles, c'est clair, mais c'est motivant. Moi franchement ça m'intéresse, puis ça permet d'avoir une vue, de prendre une vue mondiale, on va dire même, déjà l'hémisphère nord et puis une vue mondiale et de prendre de la hauteur par rapport à notre petit pays, si je puis dire, quoi. Donc c'est un peu ça, quoi. Quand on fait les prévisions pour le lendemain, on s'arrête à l'Atlantique, bien sûr, au nord de l'Afrique, et puis voilà. C'est ça. Ça s'arrête là, mais non, c'est vrai. Là, c'est vrai que t'as raison, comme quoi. Mon grand-père disait un battement d'aile de papillon. C'est ça. À l'autre bout du monde. Et c'est exactement ça. C'est comme quand on a ce qu'on appelle nous une onde de Kelvin là qui se déclenche, qui peut avoir des conséquences sur l'Atlantique notamment, sur une poussée, sur une dorsale anticyclonique. Voilà, c'est exactement ça. C'est un battement d'aile. Ça peut tout d'un papillon. Ce qui va plus me gêner, c'est que c'est beaucoup plus basé quand même sur des statistiques, notamment les modèles à long terme, mais c'est uniquement des statistiques. Ces modèles-là ne se servent, ou alors vraiment une part très infime des conditions climatiques actuelles. Ah oui, non, mais ça c'est certain, ça c'est clair. Un modèle, tu peux avoir j'ai parlé de Arom par exemple, Arom, GFS ou Arpège par exemple. Bien sûr. Ces modèles-là vraiment se servent et même des observations mondiales pour arriver aussi à courte échéance à faire les prévisions pour l'Europe. Ouais. C'est vrai que c'est un peu différent, c'est vrai. Non, mais après je dirais tout se respecte. Moi je dirais chacun a ses méthodes, chacun va faire au monde. C'est clair. Bien sûr. C'est vraiment. Après, comme je disais, ça devient vraiment une course vraiment qui va aller le plus loin bientôt. Oui, non, mais ça c'est stupide, ça par contre, ça c'est clair. Si c'est pour aller le plus loin, la blague de la poste. Non mais voilà. Non mais bon après il y a après moi bien sûr on en parle. Moi je suis qu'un amateur, mais je dirais nous on en parle souvent à l'antenne. Il y a des références aussi. Moi on parle souvent de Fred Decker notamment. Moi c'est le premier que j'ai suivi au début. C'était au balbutiement on va dire d'internet. Oui, c'est vrai, c'est le premier que j'ai suivi
suivi par rapport à la météo.org avec ses tendances saisonnières. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même assez novateur, quoi, quand même à l'époque. Et puis il a quand même progressé avec des résultats qui sont pas si mauvais, parce que si on regarde ces statistiques, en plus il fait son autocritique chaque mois, il dit si ça a marché ou si ça n'a pas marché. Donc ça c'est très intéressant. Ça c'est vraiment très intéressant. Ça j'admire. Moi j'admire, et c'est le seul à le faire. L'occasion de lui dire. Et c'est le seul. Il va être invité. Il est invité dans un peu plus d'un mois, donc ça tombe bien. On fait des prévisions, vraiment avoir le réflexe de s'auto-corriger, de s'auto-critiquer. Ah oui. C'est vraiment quelque chose d'important, et c'est vrai que je le fais aussi. C'est-à-dire que je vais comparer la carte que j'ai sortie sur la carte finalement du jour, sur le résumé de la journée, et pourquoi pas aussi essayer de comprendre pourquoi il y a eu cette... de manière à tout niveau, il y a qu'avec l'autocritique qu'on peut avancer. Et moi, je reviens à la tendance saisonnière. Moi, il y a que Fred que je connais qui fait avec autant de transparence, honnêtement. Oui. Voilà. Donc, j'ai pas de... Bon, voilà. Après, voilà, il y en a d'autres qui en font il y en a d'autres qui en font des tendances saisonnières intéressantes aussi. Voilà, chacun son domaine après. Ah oui, complètement. On respecte le travail de tous. Exactement. Voilà, on est bon en court terme, on est bon en long terme. Tout à fait. Non, mais écoute, enfin en tout cas. Je sais pas si vous avez vu là, mais dans le sud, ça s'anime un petit peu. J'ai pas regardé les. Ça s'anime là. J'ai un ami qui m'a envoyé une photo là par MMS. Alors il est du côté dans le Biterrois, du nord de Béziers. Ouais. Et il pleut assez fort. Je suis en train de regarder justement. C'est que le début, Ouais, effectivement, ça remonte. Après, voilà. Et on a des impacts en mer quand même, On a des impacts de foudre en mer. Oui. À voir si ça va. On voit. Il faut voir ce que ça va donner. Faut voir ce que ça va donner. Sur les terres quand même, avec de l'air un peu plus frais. Voilà, bon, c'est du direct live maintenant, Oui. À surveiller, c'est vrai. À surveiller, tout à fait. Je pense, au niveau des cumuls, ça sera important. Par contre, on va pas retrouver ces orages qu'on peut connaître. Non, on n'a pas autant d'instabilité potentielle à cette époque. Non, on n'aura pas des orages, a priori, comme on a pu avoir durant l'automne, notamment. Donc ça, je le pense aussi. En tout cas, écoute, il est 22h02. Est-ce que tu souhaites rester un petit peu? Oui, ça va bien. Tu souhaites rester un petit peu ou tu vas revenir la semaine prochaine? Tu reviens la semaine prochaine. Pas entre dire en tout cas, mais il y a pas. Enfin, en tout cas, ça nous a fait grand plaisir de t'accueillir. Tu reviens quand tu veux. Enfin, tu dirais que tu seras le bienvenu avec grand plaisir. Je pense que voilà, c'était très intéressant. Et puis la prochaine fois que tu reviens comme ça, on parlera d'autres sujets un petit peu. On essaiera de balayer d'autres sujets. J'espère que j'ai donné aussi envie aux auditeurs de connaître un petit peu l'association, d'aller sur le site. Voilà. Ah oui. D'ailleurs, tu peux le redonner le site, si. Ouais, tu peux redonner le Parce que des fois, on n'a pas toujours les mêmes auditeurs. C'est www.cotemeteo.fr. D'accord. Donc COTEMETO, sur l'accent tout attaché. Et il y a aussi la page Facebook, Côté Météo. Directement, vous tapez dans Facebook Côté Météo. Et là, bien sûr, on est disponible, on répond à toutes vos questions. Vous avez une page Twitter aussi, non? Qui sont postées régulièrement, des cartes d'observation, des photos, vidéos aussi qu'on reçoit, qu'on reposte. Vous avez une page Twitter aussi, non? Oui. Et une page Twitter également. D'accord. Également, Côté Météo, @Côté Météo. D'accord. Bon, écoute. En tout cas, on te remercie beaucoup une nouvelle fois, et puis, on te dit en tout cas une prochaine avec grand plaisir, et voilà, donc, je pense. Grand plaisir. Voilà. Merci à vous. Et puis à la prochaine. À la prochaine, voilà. Écoutez, en tout cas, pour les auditeurs, là, on va faire une pause, je dirais, pour saluer David, et puis avec un peu de musique, et puis on reviendra derrière un petit peu avec Jessie. On va évoquer un peu la prévision du week-end, même si on l'a déjà largement abordé. Et puis voilà, je pense qu'on pourra clôturer comme ça. C'est important qu'on dise un petit peu certains détails. Et voilà. Donc, écoutez, on fait une pause, et puis on revient tout de suite après. De Clermont-Ferrand, place de Jaude, au Vieux-Port de Marseille, en passant par Wall Street à New York, vous écoutez RTM sur le www.radio-rtm.fr.